Bonjour à vous tous et bienvenue dans notre émission Santé Intime. Je suis le docteur Solano, je suis médecin sexologue et je suis avec vous aujourd'hui pour échanger et pour répondre à vos questions. Et je vais commencer aujourd'hui par vous parler des préliminaires, de leur rôle en particulier. Et aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous, c'est que je suis accompagnée d'Henriette qui est journaliste santé et qui va m'aider à vous donner des explications. Bonjour à tous, bonjour Dr Solano, je suis ravie de rejoindre l'aventure Santé Intime et je suis tellement contente que je ne vais pas perdre de temps, je vais tout de suite me plonger dans le bain en vous posant la toute première question sur le sujet du jour, les préliminaires. Quelle est concrètement leur utilité? Alors les préliminaires dans la sexualité, il faut savoir que c'est pas seulement une utilité de plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose aussi d'utile et même d'indispensable. Alors le rôle des préliminaires, c'est de préparer le corps pour l'amour parce qu'ils font augmenter l'excitation sexuelle du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez l'homme, ils déclenchent ou bien ils augmentent l'érection. Chez la femme, ils augmentent aussi l'excitation et ça se manifeste parce qu'ils déclenchent ou ils augmentent la lubrification vaginale et aussi la relaxation de la zone sexuelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans préliminaire, eh bien, la pénétration sexuelle serait impossible. Donc, si je comprends bien, le rôle des préliminaires est de préparer le corps à l'amour. Mais est-ce leur seul rôle? Alors non, déjà, ils ont comme rôle de préparer la pénétration, mais évidemment, les préliminaires, ça aide aussi les désirs à se synchroniser. Parce que quand vous avez du désir, eh bien, votre partenaire, il ou elle n'a pas forcément de désir exactement au même moment que vous. Donc, les préliminaires, ça va être les câlins, les sourires, les paroles aussi, les baisers, les caresses. Tout ça va pouvoir vous donner envie d'avoir envie en même temps que l'autre, voilà. Et donc, et puis j'en parlerai peut-être une autre fois de manière plus approfondie, mais les préliminaires pour un homme, eh bien, ça aide à ne pas avoir d'éjaculation trop précoce et chez la femme à avoir un orgasme plus facilement. Ça tombe bien, nous avons une question de Ama à ce propos. La jeune femme de 33 ans dit « Je me demande pourquoi j'ai besoin de plus de préliminaires que mon conjoint. Il a du mal à comprendre, il trouve que je suis lente à réagir. » Alors ça, c'est assez amusant parce que c'est une question très fréquente et la différence sexuelle entre les hommes et les femmes, souvent, ça se manifeste de cette manière. C'est assez fréquent qu'on ait cette question. Et alors, je peux dire à Ama, eh bien non, Ama, vous n'êtes pas un cas. Vous êtes lente à réagir pour une raison toute simple, c'est parce que vous êtes une femme, tout bêtement. Alors, vous savez, on pose souvent une question, c'est quoi la durée préliminaire qui est idéale pour une femme? Alors, il y a des études là-dessus parce que comme tout le monde se pose la question en disant « ma femme a besoin de plus de préliminaires que moi, pourquoi ?» Eh bien, il y a des gens qui se sont dit « mais combien de temps il faut à une femme pour avoir une pénétration agréable ?» Eh bien, en fait, les résultats montrent que c'est au moins 3 fois plus que ce qu'un homme normal imagine. Et il y a même des sexologues qui disent que c'est plutôt 10 fois plus que ce que les hommes imaginent. Donc, on peut dire à ces messieurs de prendre leur temps. Alors, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus long chez les femmes? C'est pas seulement psychologique, hein. Il faut savoir une chose, c'est que le volume représenté par le clitoris, par les racines du clitoris, par les parois vaginales, eh bien, ça représente un volume qui est à peu près 3 fois plus gros que le volume du pénis et de ses racines. Et donc, ce que je vous décris là, c'est les corps qui se gonflent au moment de l'excitation sexuelle, soit pour donner une érection chez l'homme et pour le clitoris chez la femme, soit une lubrification. Et donc, comme c'est 3 fois plus volumineux, eh bien, il faut que ça prenne 3 fois plus de temps pour gonfler. Donc, c'est parfaitement normal. Alors, évidemment, chez la femme, on s'en doute pas toujours parce que ça se voit pas à l'œil nu, parce que c'est interne. Et donc, il y a aussi, bien sûr, peut-être des raisons psychologiques, mais je trouve que c'est important de la part des hommes de comprendre que une femme, c'est pas seulement compliqué dans la tête, c'est aussi que le corps, il est différent et qu'il lui faut plus de temps pour réagir. Voilà. Après une question sur la lenteur, voici une question sur la rapidité. C'est Mona, 28 ans, qui dit « Mon ami a une éjaculation précoce. Je sais que c'est courant comme problème, mais je me pose une question. N'est-ce pas dû au fait qu'il soit toujours pressé, en amour comme dans tous les domaines ?» Oui, ça c'est vrai, Mona, elle a raison, elle a bien analysé la situation, c'est que il y a des hommes qui ont un caractère à être toujours pressés et ça peut effectivement être une des causes de l'éjaculation rapide. Je dis pas que c'est la seule, hein, ni pour tout le monde, mais ça arrive. Et il y a certains hommes comme ça, ils ont une espèce de petite musique dans leur tête, une voix intérieure qui leur dit dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et un de mes patients me racontait que quand il était petit, toute la journée, sa maman lui disait dépêche-toi,
on va aller à l'école, dépêche-toi de faire ta toilette, dépêche-toi de manger, dépêche-toi. Et il me dit, c'est devenu une seconde nature pour moi. Toute la journée, je me dis, dépêche-toi, dépêche-toi. Et il me dit, c'est normal que quand je veux faire l'amour, mon corps, il est habitué à se dépêcher, il se dépêche aussi. Ça existe, effectivement. Alors, docteur Solano, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à un homme qui est toujours pressé et qui a un problème d'éjaculation précoce? Déjà, la première chose, c'est de s'en rendre compte qu'on fonctionne comme ça. Parce que quand on en prend conscience, on comprend déjà qu'on a des progrès à faire. Mais évidemment, en prendre conscience, ça suffit pas à changer, ça c'est évident. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à moins se dépêcher. Alors, c'est facile à dire, moins facile à faire quand on est habitué depuis qu'on est petit, mais il faut s'entraîner à changer d'abord par des petites choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité. C'est-à-dire, par exemple, il faut s'entraîner quand on prend sa douche, à pas prendre sa douche en 10 secondes, ça y est, j'ai fini, mais en prenant le temps de savourer le contact de l'eau, qu'elle est chaude, que ça fait du bien, etc. Apprendre aussi à savourer quand on mange, parce que c'est souvent des gens qui mangent très vite. De dire je vais croquer, mastiquer, sentir la texture, le goût, etc. Et faire ça pour un petit peu tout, de manière à ce qu'on apprenne au corps à changer de comportement. Mais alors attention, comme les hommes qui ont une éjaculation précoce sont toujours pressés, souvent, ils vont se dire je vais m'entraîner un petit peu à prendre ma douche plus lentement, à manger plus doucement, à tout faire un peu plus doucement, et ça va être rapidement efficace. Non, c'est pas rapidement efficace. Il faut plusieurs mois pour changer un fonctionnement qui est automatique depuis très longtemps. Donc ça, c'est intéressant à savoir. D'ailleurs, docteur Solano, je tiens à rappeler que vous avez écrit un livre en collaboration avec le professeur de Sutter sur l'éjaculation précoce, que je vous présente d'ailleurs et qui s'intitule « La mécanique sexuelle des hommes ». Voilà, aux éditions Lafon. Voilà, c'est chez Robert Laffont. Et alors, ce livre, c'était au départ mon mémoire de sexologie et c'était le sujet qui me passionnait, l'éjaculation précoce. Donc, je sais que les auditeurs, c'est une question qu'ils posent souvent. D'accord. Eh bien, je vais à présent lire une question de Claudia qui nous écrit depuis Brazzaville. Elle nous dit « Quand je prends ma douche, je me nettoie également le vagin et je me sens mieux et très propre. Est-ce bien ou mauvais ?» Alors, c'est une bonne idée de faire une toilette tous les jours de la zone de la vulve, ça c'est clair, se laver c'est toujours une bonne chose. Mais par contre, il ne faut absolument pas que ça soit en interne, il faut que ça reste de manière externe. Ah, et pourquoi ne faut-il pas nettoyer l'intérieur de la zone vaginale? Parce que l'intérieur de la zone vaginale, elle est auto-nettoyante. Donc, elle se nettoie toute seule. Il n'y a pas besoin de toilette interne. Et au contraire, si une femme veut nettoyer l'intérieur de son vagin, elle augmente énormément le risque d'infection, en fait. Docteur Solano, vous conviendrez avec moi que c'est bizarre d'entendre que le fait de se laver régulièrement augmente le risque d'infection. On pourrait plutôt penser le contraire, non? Oui, c'est vrai que effectivement, il y a beaucoup de femmes qui se disent je vais laver l'intérieur de mon vagin, comme ça il va être plus propre, ça paraît logique quand on lave. C'est exactement le contraire qui se produit. Pourquoi? Parce que quand vous faites entrer de l'eau dans le vagin, elle va agresser les bactéries qui sont à l'intérieur du vagin et qui sont des bactéries bénéfiques qui servent à lutter contre les infections. Donc, c'est pas une bonne chose. Puis la deuxième chose qui est peut-être encore plus embêtante, c'est que l'eau qui vient de l'extérieur, elle va apporter les bactéries qui sont au niveau de la peau. Et au niveau de la peau, autour de la vulve, il y a pas très loin l'anus. Et toutes les bactéries qui sont au niveau de l'anus, si elles rentrent dans le vagin, elles vont provoquer des infections vaginales et des vaginoses. Donc, il faut absolument jamais nettoyer l'intérieur du vagin. Il se nettoie très bien tout seul. Très bien, docteur. Je vais à présent lire une question qui nous vient de Dakar, au Sénégal. Il s'agit de Muntaga, qui aimerait savoir comment éviter une grossesse après avoir eu un rapport non protégé. Oui, alors c'est vrai qu'il existe des contraceptions du lendemain, comme on dit, des contraceptions post-coïtales. C'est pas très poétique comme nom, mais on dit comme ça. Et donc, il y a des contraceptions au cas où il n'y a pas eu de protection, c'est-à-dire si on a fait une bêtise, qu'on a eu un rapport sexuel sans contraception alors qu'on voulait pas d'enfant, mais ça arrive aussi à des gens qui se protègent parce que le préservatif, de temps en temps, ça peut arriver qu'il se déchire et là c'est un accident de contraception. Donc il faut savoir que il existe deux méthodes de contraception après un rapport sexuel à risque, mais qu'elles sont moins efficaces que les contraceptions qu'on prend avant. Donc il faut pas compter dessus de manière répétée, ça serait pas une bonne idée. Et alors ces deux méthodes, c'est la pilule du lendemain ou bien le stérilet du lendemain. Parlant de pilule du lendemain, pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la manière la plus efficace de la prendre? Alors l'idéal pour la pilule du lendemain, c'est de la prendre dans les 12 heures qui suivent un rapport sexuel. Quand on la prend comme ça, elle va être
le plus efficace possible et elle évite le plus de grossesses. Si on la prend plus tard, elle va continuer à éviter des grossesses pendant 5 jours. Donc ça vaut le coup de la prendre jusqu'à 5 jours après un rapport à risque, mais elle sera moins efficace. Alors je vais vous donner les chiffres un petit peu. Quand elle est prise dans les 72 heures, elle va éviter 85% des grossesses. Mais vous voyez, il reste quand même 15% de risque. Et prise 5 jours après, c'est 58% des grossesses. Donc ça vaut quand même le coup de la prendre, même si c'est pas du 100%. Et qu'en est-il du stérilet du lendemain? Alors le stérilet du lendemain, c'est vraiment une très très bonne contraception, mais c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. C'est une très bonne contraception du lendemain, tout simplement parce que elle est efficace jusqu'à 7 jours après un rapport à risque. Et évidemment, c'est quand même long, donc ça permet d'avoir le temps de réagir. Et puis, c'est aussi une contraception qui va être durable, parce que la pilule du lendemain, elle va éviter le risque du rapport sexuel, mais le stérilet du lendemain, il peut rester en place pendant plusieurs années, et donc ça permet de prévenir aussi les rapports sexuels à risque suivants. Pour être plus pratico-pratique, on va dire, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour poser un stérilet du lendemain? Alors évidemment, c'est plus compliqué que d'acheter des comprimés, donc c'est pour ça que c'est moins utilisé comme méthode. Et donc, il faut consulter un médecin ou une sage-femme, ou aller dans un centre de santé. Alors le médecin, ça peut être un gynécologue, un généraliste, qui pose des stérilets, évidemment. Et puis, il faut pas attendre 7 jours, même si c'est efficace jusqu'à 7 jours, parce qu'il faut le temps que le gynécologue ou le médecin ou la sage-femme vous examine. Il faut disposer du stérilet, donc il peut falloir aller acheter un stérilet. Le médecin ou le soignant n'en a peut-être pas, et donc il faut le mettre en place. Et donc c'est quand même un petit peu plus compliqué, si on veut, dans le sens où tout le monde n'a pas un rendez-vous tout de suite dans les jours qui viennent et avec un stérilet disponible. Mais bon, c'est quand même très intéressant comme contraception et pas assez connu en fait. C'était notre 4e émission. Merci beaucoup, Dr Solano, d'avoir répondu aux questions de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et voilà, je le dis une fois de plus, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir rejoint l'aventure santé intime. Et j'espère pour vous que vous avez pu avoir des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien et que vous avez eu des clés, des outils qui vous permettront, d'y voir plus clair. Et je vous invite à vous abonner à la page Facebook du Dr Solano, Dr Dr Catherine Solano, Solano, également à sa chaîne YouTube. Et vous pouvez, via ces 2 plateformes, poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et nous donner des idées d'émissions, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à donner votre âge, également la ville d'où vous venez, c'est toujours plus sympa, ça permet de mieux se connaître. Et je vous dis à la prochaine, docteur. Voilà. Et moi, je remercie beaucoup Henriette d'avoir accepté de participer à cette aventure. Et puis, je vous dis à très bientôt avec beaucoup de plaisir.